cliquer sur la petite icône Q et R en dessous ou au-dessus de votre écran et à rédiger votre question et puis on vous répondra en direct. Voilà, je pense que François, on va pouvoir commencer. On est à 35 participants là, connectés. Et il est 11h04. Je te laisse la parole, François. Très bien, merci Miour. Écoutez, bonjour à tous. On inaugure une nouvelle forme de communication à travers ces webinars. On avait traditionnellement, on vous avait convié lors de présentations à l'IBIS en présentiel. Bon, là, effectivement, les choses changent et c'est une occasion pour justement essayer de nouvelles formes de communication. On est en tout cas très heureux de garder le lien grâce à cela avec vous et à partager avec vous donc ces quatrièmes résultats de notre baromètre conjoint donc ATW Facto Saatchi. Et là, on commence à avoir une bonne expérience, comme on dit, un bon trend, une bonne suite d'informations et de données. Et ça nous permet vraiment de bien mesurer l'ensemble eh bien, des performances des entreprises malgaches et surtout de recueillir quel est l'avis des malgaches au sujet de leur entreprise préférée. Donc, c'est vraiment un point et un rendez-vous important. Je vais présenter les intervenants. Voilà, donc Anjan, qui est donc directeur général de W, qui est notre partenaire et qui va donc présenter les résultats de ce quatrième baromètre et répondre à toutes vos questions techniques. Miour, qui est de l'agence Facto Saatchi, qui est chargé de communication et qui a organisé donc l'ensemble de cette opération et qui a suivi l'ensemble de cette opération. Et puis, nouveauté cette année, on est très heureux d'accueillir deux panélistes, donc Romy, directrice générale du fonds de dotation HY, et puis CN, donc, qui est chef du département communication corporate Star, et elles vont amener leur témoignage, notamment sur leur expérience et sur le développement de stratégies d'action corporate avec, on le verra, deux thématiques bien particulières, bien spécifiques, mais en tout cas, on sent bien que la communication corporate commence à se doter de vrais outils, de vraies stratégies, et donc à la fin de cette présentation, Romy et CN donc, présenteront eh bien, leurs expériences en la matière. La suite. Alors, la présentation va se dérouler en 5 parties. Donc, un petit rappel de la communication corporate, la présentation donc, du baromètre et des résultats, les case studies, comme on vous l'a dit, et puis ensuite, on a, alors, qui n'est pas directement lié, mais on a préparé à travers tout ce qu'on peut lire en littérature et tout ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que le Covid finalement va changer en matière de communication corporate et les premières pistes que l'on peut développer, parce que c'est vrai que le sondage s'est fait avant Covid, donc en 2019, mais avant le Covid, et effectivement, le Covid a modifié un certain nombre de choses et il fallait absolument que l'on prenne en compte eh bien, ces cette nouvelle donne par rapport à ces événements Covid. Et puis, la question-réponse, bien sûr, on répondra à toutes vos questions. Alors, la Excuse-moi, définition François, de je vais te couper un Oui. peu. J'ai quelqu'un qui me demande qu'il n'entend pas. Je ne sais pas si. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous pouvez. Il n'y a que cette personne qui n'entend pas, peut-être? Je n'ai pas d'autres retours. Bon, je vais lui répondre. Bon. Je vais lui répondre. Vas-y, tu peux avancer. D'accord. Okay. Très bien. Alors, la définition de la communication corporate, si ça peut s'afficher. Voilà. Donc, c'est une définition un petit peu littérale, hein, mais ça regroupe l'ensemble des actions de communication qui visent à promouvoir l'image d'une entreprise ou d'une organisation vis-à-vis de ses clients, et ça, ce qui est différent, de ces différentes parties prenantes, internes et externes,
partenaires, institutions, pouvoirs publics, bailleurs, organismes financiers, ONG, etc. Donc, on voit bien que la communication corporate est beaucoup plus large que la communication simplement de marque ou que de produits. Et dans le slide suivant, on voit bien les deux composantes. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, on voit bien les deux composantes de la communication corporate. On voit les deux niveaux d'identité de l'entreprise. On voit bien la marque commerciale d'un côté qui va travailler vraiment sur ses performances produits, sur l'image des produits. Et de l'autre côté, la marque entreprise qui va travailler sur l'image de la firme, les éléments de performance de l'entreprise. Et en fin de compte, aujourd'hui, ce qui est important, on va le voir tout le long de cette présentation, eh bien, c'est un management collectif de la marque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à Madagascar notamment, on s'est beaucoup intéressé à l'aspect marque commerciale. Il y a une bonne maturité, je dirais, des entreprises sur cet aspect-là. Les marques, on commence à avoir des marques puissantes en matière de marque commerciale. Mais aujourd'hui, je dirais que quelque chose est en train de se passer. On va le voir. Le consommateur, qu'il soit citoyen ou candidat, etc., etc., eh bien, le citoyen, il veut en savoir un peu plus. Et en fait, le qui supplante le quoi. C'est-à-dire que, OK, on sait bien ce qu'offre l'entreprise, etc., en termes de produits, mais on veut savoir qui est derrière, quels sont ses actionnaires, qu'est-ce qu'ils font en responsabilité sociale d'entreprise, en mécénat, etc., etc. Comment l'entreprise travaille, qu'est-ce qu'elle a investi dans quel système de sécurité, etc., etc. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Et on voit bien, si on passe effectivement à la slide suivante, c'est qu'on a donc aujourd'hui une sorte d'écosystème. Et il faut absolument que l'entreprise, elle gère son image sur 4 grands marchés. Tout d'abord, bon, le marché des consommateurs, on en a parlé. Ça, c'est le travail de la marque commerciale. On est dans une relation commerciale, dans une relation de transaction avec l'entreprise. On achète un produit, on achète un service dans un réseau de distribution avec un prix défini, avec etc., etc. Donc là, on est dans l'échange, je dirais, commercial classique, l'importance de la marque, hein, bien sûr, mais on est dans un échange classique commercial. Et on a 3 autres marchés qui sont importants et qu'il faut absolument prendre en compte, car autrement, on va avoir un déséquilibre et on risque de pénaliser finalement la marque commerciale à terme. C'est tout d'abord le marché des citoyens, la marque citoyenne. On va le voir, on va le voir d'une manière très, très nette. Les consommateurs, les citoyens attendent qu'une entreprise, qu'une grande entreprise ou qu'une entreprise moyenne, eh bien, se positionne sur un certain nombre de problèmes de société, sur un certain nombre de thématiques, sur un certain nombre de responsabilités. D'accord ? Et en face de ces entreprises, eh bien, il y a de plus en plus des groupes d'influence, des associations de consommateurs, des associations pour l'environnement, etc., etc., des ONG, des syndicats professionnels, des syndicats, d'autres types de syndicats. Et c'est ce qu'on appelle les class actions, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il peut avoir, il commence à avoir, partout dans le monde, et notamment à Madagascar, des actions de groupe, ce qu'on appelle les class actions, qui, eh bien, obligent quelque part certaines entreprises eh bien, à se comporter de telle ou telle manière ou corriger un certain nombre de comportements ou de prendre en considération un certain nombre finalement de responsabilités que l'entreprise a à travers son action, ses actions sur l'environnement et sur finalement l'espace public dans lequel tout le monde vit. Donc ça, cette marque citoyenne, cette notion de marché des citoyens, ce marché d'opinion, en quelque sorte, hein, eh bien, devient un marché très important qui peut, à un moment donné, empêcher une entreprise de pouvoir agir sur son business, sur son core business. D'accord ? Et on en parlera sûrement au niveau de la star, mais à un moment donné, c'est sûr que, et il n'y a pas que, il y a d'autres entreprises qui sont en pleine réflexion, le PET, par exemple, Coca-Cola, est en train de considérer à terme que ça peut être un frein à son développement
parce que il y a une sensibilité très importante au recyclage, à cette gestion des déchets. Donc, on voit bien que cette notion de marque citoyenne devient vraiment de plus en plus importante dans l'écosystème de l'image de l'entreprise. Ensuite, il y a deux autres marchés qui sont importants à considérer. Le marché des capitaux. Alors, le marché des capitaux, évidemment, une entreprise a besoin de se financer sur les marchés donc intérieurs ou extérieurs, auprès soit de bailleurs, de systèmes bancaires, de ses actionnaires qui peuvent être privés ou publics, hein, à travers des entreprises qui sont cotées. Mais ça aussi, c'est pas à négliger, parce que là aussi, on voit bien que les lobbies financiers ou les groupes de pression financiers sur des grosses entreprises peuvent avoir leur mot à dire sur la conduite des affaires de l'entreprise, sur la manière de conduire ses affaires et même orienter certaines décisions ou exiger de la part de l'entreprise un certain nombre de décisions. Bon, après, il y a évidemment de nature très différente. Et puis, le troisième point, le quatrième marché, pardon, qui est un marché stratégique pour Madagascar, je crois plus particulièrement stratégique pour Madagascar, c'est la marque employeur, c'est le marché des talents, parce que on voit bien que on est confronté bien souvent à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et ce seront les entreprises qui auront la meilleure image, qui attireront les meilleurs talents. Il n'y a pas de secret, d'accord? Et comme on sait que ces entreprises-là se développent beaucoup à travers, bien sûr, leurs ressources humaines, toutes les entreprises, qu'elles soient dans le domaine de la production, du service qui se développe de plus en plus, hein, les entreprises de services, eh bien, le marché des talents, la marque employeur est fondamentale, et nous, tous nos clients se soucient énormément de cet aspect-là et cherchent à avoir des actions sur les jeunes diplômés, sur les cadres à haut potentiel, etc., pour capter cette valeur. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, pour résumer, eh bien, l'entreprise n'est pas uniquement, il ne faut pas que l'entreprise soit uniquement préoccupée par ses consommateurs, uniquement par ses consommateurs. Certes, c'est très important parce que ce sont eux qui la font vivre, hein, et ce sont eux qui sont les clients. Donc, bien sûr, il ne faut pas les négliger. Mais dans son environnement, les trois autres éléments de la marque citoyenne, la marque financière, la marque employeur, peut à un moment donné faciliter ou perturber eh bien, la bonne marche de son business. Donc, cette notion de système de gestion corporate de l'image est un système aujourd'hui vraiment sur lequel il faut absolument veiller. Alors justement, slide suivant, on a étudié avec nos amis d'ATW à travers beaucoup de réunions qualitatives, etc., on a essayé de comprendre qu'est-ce qui structurait l'image de l'entreprise. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qui permettait quels étaient ces piliers, qu'est-ce qui tenait finalement ce fronton, hein, un peu comme dans un temple, ce fronton donc de l'image. Et on en a retenu quatre qui se sont exprimés. Donc, la partie performance, la partie donc confiance, la partie réputation et la partie proximité malgache. Donc, ces quatre piliers, avec, vous allez le voir, des sous-critères, ces quatre piliers, eh bien, ce sont eux qui structurent l'image d'entreprise. Donc, en 2019, on peut peut-être mettre les quatre d'un coup, on va avoir donc la performance avec des sous-critères qui étayent le pilier. C'est une entreprise florissante, compétente, à forte identité, avec des qualités de produits-services intéressantes, innovantes, puissantes. Sur la partie proximité malgache, donc c'est la partie donc soucieuse de la population malgache, fierté du Vita Balagas, contribution au développement du pays. Sur la partie confiance, c'est une entreprise qui doit être engagée, qui doit être fiable, dont les produits et services sont accessibles, qui amènent de la sécurité en termes de delivery,
Sur la partie réputation, une entreprise intègre, qui a des valeurs, qui est leader, qui est responsable et qui est honnête. Donc, on voit bien que, je dirais, le côté portrait, le côté holistique, en quelque sorte, hein, des attentes des Malgaches sur l'entreprise, eh bien, c'est très riche. On a vraiment quelque chose qui est très construit. Et ce qui est intéressant, et on va le voir après, et là, Anjan vous le présentera, c'est que tous ces critères sont mesurés. C'est-à-dire non seulement les quatre piliers, pardon, mais les sous-critères. Donc, ça veut dire que quand vous allez construire votre stratégie de communication corporate, vous allez pouvoir eh bien, faire bouger les curseurs au fur et à mesure. Parce que la construction d'une image corporate, c'est plus complexe, on l'a vu, que la construction d'une image de marque, parce qu'elle est sur ces quatre marchés qu'on a décrits en début de conférence. Et justement, il faut pouvoir la construire au fur et à mesure. Et vous voyez qu'on est sur des critères qui sont des sous-critères, hein, qui sont souvent d'image purement. Donc, c'est important de bien connaître ces éléments, ces quatre piliers et ces éléments structurants. Un point aussi très intéressant que nous avons repéré dans l'évolution, c'est la hiérarchie des critères. Et autant la proximité malgache était en dernier pilier, était en quatrième pilier l'année précédente, autant cette année, elle est montée en deuxième pilier. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que cette notion on en parle beaucoup, hein, suite Covid, cette notion de réindustrialisation, cette notion de reconquête des territoires, de relocalisation, de marques locales, d'industries locales, d'entreprises locales, de proximité, plutôt que de faire venir de tous les coins du monde nos biens et nos produits, eh bien, on sent bien que le consommateur, même le citoyen malgache, souhaite avoir cette notion de proximité. Et la notion de Vita Malagas, eh bien, qui était finalement, je me souviens, il y a à peu près une vingtaine d'années, une valeur retranchée, c'était considéré comme de la camelote, etc., aujourd'hui devient une valeur ajoutée. Et on le retrouve partout dans les territoires, et plus spécifiquement dans les territoires insulaires. On le retrouve à La Réunion, on le retrouve à Maurice, et on commence à le retrouver d'une manière importante à Madagascar. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire dans cette première partie de présentation, pour bien que vous saisissiez comment est construit ce baromètre et sur quoi il s'appuie. Et quand vous allez avoir le déroulé de l'étude, de bien se remettre en tête ces quatre grands piliers qui vont à un moment donné donner cette note globale, hein, d'entreprise préférée. Mais ensuite, le gros avantage de cette étude, c'est que nous avons, et de cette démarche, c'est que nous avons ensuite les quatre piliers et les sous-critères qui permettent, un peu comme je dirais, comme un clavier de piano, de pouvoir jouer la partition de la communication corporelle. Voilà un petit peu en introduction, et je passe immédiatement la parole à Anjan qui va donc présenter les résultats de ce quatrième baromètre. Il faut désactiver ton micro, Anjan. Ouais, alors je vérifie. Est-ce que c'est bon là? C'est bon, Anjan. C'est bon? Oui. Ok. Donc, je remercie François tout à l'heure pour cette remise en situation, notamment pour la communication corporate, et nous permettre de mieux appréhender cela, notamment par rapport aux piliers, parce que c'est un des éléments qui sont rapportés dans l'outil qu'on est en train que l'on a réalisé. Et ce qui nous amène donc naturellement à cet outil de mesure, qui est l'entreprise préférée des Tananariviens. Est-ce qu'on me voit là, Miour? Miour? Oui, oui, on te voit, c'est bon. Ok, parce que j'ai l'impression que… Non, là, tu as coupé. Voilà.
Désolé. Donc, qui nous amène naturellement à cet outil de mesure des entreprises préférées des Tananariviens, qui est donc une mesure pour avoir l'attractivité des entreprises sur le marché national, que ces entreprises aient activement ou pas activement travaillé sur leur communication corporate. Je vais présenter donc ma partie en quatre points, en parlant rapidement un peu de notre méthodologie. Ensuite, dans les détails, les classements au niveau des entreprises en général, et ensuite les classements par secteur. Et en dernier point, la présentation du document qu'on remet en détail. Donc, très rapidement, en aparté également, il y a des clients, des participants qui ont déjà commandé les documents détaillés des résultats. Comme le précisait François tout à l'heure, bon, nous nous excusons que ça soit fait maintenant parce que, bon, par rapport à la situation sanitaire, on était obligé d'annuler un peu les organisations qui ont été programmées en début mars. Donc, pour la méthodologie, je ne vois pas l'écran. Ah, voilà. Merci. Donc, pour la méthodologie, juste un rappel, c'est un outil qui est issu d'un partenariat entre ATW et FactoSachi. Et c'est une étude qui a été menée de manière annuelle par une enquête en face à face auprès d'un échantillon de 800 répondants qui sont représentatifs, bien entendu, de la population de Tana. Et donc, nous sommes actuellement à notre 4e édition. Au fur et à mesure de ces années successives, l'outil a évolué pour s'affiner, bien entendu, pour s'améliorer dans les mesures. Et donc, très rapidement, j'indique ici les gros changements. D'abord, le premier point, c'est que la liste des entreprises qui ont été classées, mesurées, est passée de 215 à 276 entreprises et ensuite passer de 32 secteurs en fait, professionnels, passer de 28 secteurs professionnels à 32 secteurs professionnels. Donc, ces mouvements-là montrent qu'il y a eu des nouvelles entreprises donc, qui se sont invitées dans le classement, qui se sont insérées par-ci, par-là dans le palmarès, bon, qui ont quelquefois chamboulé un petit peu le classement. Mais le deuxième point qu'il faut surtout noter dans cette méthodologie, c'est que les entreprises qui sont classées dans le palmarès sont celles qui ont eu un minimum de 33% de taux de notoriété assisté. C'est un point assez important à noter parce que, bon, effectivement, si les gens répondent par des notations sur des entreprises qui leur sont méconnues, cela biaise un petit peu les résultats que l'on obtient par rapport aux notes et par rapport au palmarès. Donc, voilà les gros changements qu'il faudrait souligner par rapport à cette année. Ceci dit, on va passer aux choses sérieuses. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y aura 3 parties principales. D'abord, le palmarès en général, donc les entreprises qui sont classées, quel que soit le secteur. On en avait 276. On ne va pas tous les présenter ici. On va mettre surtout les top 30 qui nous intéressent. Ensuite, un résumé d'un palmarès par secteur et enfin une présentation qui contient le rapport détaillé. Miour, si tu peux passer donc au slide qui nous intéresse et qui nous permet de voir les top 10 dans un premier temps. Bon, j'imagine que lorsqu'on est devant cet écran, les infos qui attirent le plus, bien entendu, ce sont les rangs.
et les entreprises qui sont en face. Bon, ça, c'est naturel. Mais je vais quand même présenter les autres informations qui sont dedans, hein, qui va permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé. D'abord, il y a les rangs, la colonne rangs. Il y a aussi l'évolution entre 2018 passé à 2019. Donc, vous voyez, si c'est +1, +3, ça veut dire que le rang est passé d'un cran, de 3 crans, ou -5 quand ça a baissé de 5 crans. Et ensuite, donc, après les entreprises, la liste des entreprises, les notes 2019 et 2018. Donc, pour avoir un comparatif entre les notes qu'ils ont eues l'année dernière, l'année 2018 et entre l'année 2019. On verra notamment donc que pour les 30 premiers, parce que là, on commence par les top 10, mais on présentera trois slides, donc on ira jusqu'aux 25 premières entreprises. On verra que parmi ces 25 premières entreprises, les notes qui ont été obtenues étaient quand même autour de 7,81 et 8,56 lorsqu'on regarde le premier qui est Socovis, ici. Ce qui indique que les différentiels de mesure entre les notes restent quand même assez faibles, entre 7,81 et 8,56. Ceci dit, maintenant, cela nous a permis de classer ces entreprises et de montrer et voir ce que le palmarès aura sorti. Un autre point, peut-être pour expliquer le tableau ici, c'est qu'on a mis quand même des highlights sur les noms d'entreprises. Là, on a les grandes consommations qui sont en bleu, les médias qui ne sont pas encore dans les top 10, mais dans les tops suivantes. On a les distributions qui sont en rouge et on a les constructions qui seront en bleu dans les autres slides. On a mis ça en avant pour montrer un peu quelles sont donc les entreprises qui trustent en fait ce top 30. Donc, un point peut-être, Anne-Jeanne, si je puis me permettre, sur la partie notes, peut-être que tu allais y venir, mais de ces notions de seuil de notes, peut-être à détailler, c'est important. C'est ça. Et donc, oui, effectivement, vous avez donc en bas à gauche, en bas à droite, les indications qui montrent à quel niveau de note est-ce que les entreprises obtiennent une bonne note. Donc là, on a ici bonne note supérieure à 6,8. Et donc, si l'on regarde ce seuil de 6,8, les top 30 qui sont au-dessus de 7,81 sont tous des entreprises quand même classées avec une très bonne note. Ce qui est intéressant aussi peut-être à ajouter, c'est que cette notion de note est une notion universelle. Ça veut dire que, voilà, ça c'est important de le souligner aussi, ça veut dire qu'on peut comparer comme ça d'un pays à un autre. Enfin, c'est une note qui est une note d'agrégation en termes d'image. Tout à fait. Donc, c'est une note d'agrégation en termes d'image. Et puis surtout, bon, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi 6,8, pourquoi 5, pas 5 sur 10 tout simplement parce que ça a été étudié au niveau universel, l'appréciation positive et commence à être significative lorsque la note atteint 6,8. Voilà. Maintenant, si on se retrouve devant ce tableau, qu'est-ce que l'on voit? Dans un premier temps, on voit que les entreprises qui trustent déjà les top 10 sont surtout la grande consommation et la distribution. Bon, cela s'explique assez facilement. Dans un premier temps, c'est l'agroalimentaire, c'est ce qui est le plus proche en termes de besoins au niveau de la population, des besoins primaires. Et puis on aura la distribution qui
est en contact régulier avec la population. Mais on voit aussi, et donc surtout lorsqu'on a regardé les piliers qui étaient vus avec François, c'est qu'il y a la prépondérance donc, de ce qui est proximité malagasy, hein, qu'on a mis en avant tout à l'heure. On retrouve notamment Chocolaterie Robert, Socobis, La Star, qui chacun d'entre elles mettent en avant l'étendard Vita Malagasy et qui montre bien que cet aspect proximité malagasy tient à cœur donc, auprès de la population. Ce qu'il faut également noter, c'est lorsqu'on regarde les évolutions, bon, on retrouve Socobis en premier, qui indique bien entendu, bon, qui est stablement au top premier, mais on retrouve également les autres entreprises dans ces top 10 qui sont, on va dire, stables dans ce premier bloc. Ce qui montre donc que ces entreprises-là ont une image corporate déjà assez forte, qui ont résisté même sur les 3-4 dernières années, hein, qui sont souvent ces mêmes entreprises qui sont restées stables dans ces top 10. Et on voit qu'il n'y a pas de révolution majeure, même s'il y a quand même des entreprises comme Jovena, quand même, qui a remonté en plus à plus 18 dans les top 10, mais on comprendra aussi que cette entreprise a eu beaucoup d'efforts corporate, et donc on retrouve bien les points qui sont importants par rapport à ça. OK. Ça, c'était le top 10. Si on peut passer au suivant. Eh bien, très rapidement, hein, on retrouve les mêmes groupes, secteurs qui trustent en fait le top. On retrouve la grande consommation, TAF, Chibé, savonnerie tropicale. On retrouve la distribution, mais cette fois-ci également les médias, la RNM, l'IBC, et la construction qui, quand on entend construction, c'est surtout les entités distributeurs de matériaux et de construction qui remontent dans les top 20. Et ensuite, si on passe au suivant, s'il te plaît. Voilà. À part donc les constructions et les grandes consommations, on retrouve enfin toujours les médias, toujours la grande consommation, mais on retrouve également des entités qui ne sont pas immédiatement colorées ici, hein, UNICEF, ONU, Banque centrale, Maquiplast, etc., etc. Donc voilà, pour résumer tout ça, en fait, hein, le top 30 est surtout trusté par quelques secteurs, donc notamment grande consommation, distribution, mais aussi les médias et la construction. Ce qui m'amène à montrer également que, dans le slide suivant, qu'il y a un aspect secteur, en fait, qui entre également en compte et qu'il faudrait tenir en tête pour qu'on puisse avoir un peu plus de pertinence. Là, tout à l'heure, on avait vu vraiment une classification par ordre, tous secteurs confondus. Et donc, on a essayé de regarder, est-ce que des secteurs sont en général mieux notés que d'autres? Et donc, ce sont les slides qui nous montrent ici que les secteurs préférés sont surtout donc des secteurs sur lesquels les consommateurs interagissent régulièrement. Donc, médical, pharmaceutique, habillement, agroalimentaire, écoles et institutions, hôtellerie, la distribution et le commerce en général, les bailleurs de fonds, le secteur public, les stations-service et les assurances. Et après, on voit ceux qui sont un peu, bon, ils sont toujours très bien classés, hein. Si on peut passer au suivant,
Mur. Les secteurs qui sont un peu, pas moins bien notés, parce que c'est toujours entre 7,4 et 7,1, hein, ce sont les secteurs de la télécommunication, le transport, les médias, la banque, meubles électroménagers et loisirs. Donc, des secteurs sur lesquels l'interaction est un peu moins forte que ce qu'on a vu précédemment. Et enfin, donc ça aide tout le reste des secteurs, multisecteurs, et également l'énergie. Alors l'énergie, on se demande c'est quoi l'énergie? Ce sont surtout les pétroliers, mais également ce sont eau et électricité, donc notamment Jirama. Bon, on voit plus ou moins l'impact. Alors juste un point, peut-être avant de passer à ce slide-là, juste un point pour rebondir sur ce que dit Andiane. C'est vrai que l'influence du secteur, enfin, le secteur influence sur l'image de l'entreprise. Hein, il y a une corrélation qui est importante parce qu'il y a des idées reçues dans les opinions. Par exemple, les pétroliers, c'est des pollueurs, c'est comme ça, les assurances, c'est des voleurs, ou les banquiers parfois. C'est des espèces de grands opinions parfois un petit peu tout fait, impactant ou par manque de communication de la part de ces secteurs. Et on s'aperçoit que dans des marchés un peu plus matures en matière de communication corporate, eh bien, il y a des groupements d'entreprises sectorielles qui communiquent pour le secteur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts de secteurs d'activité pour justement parfois revaloriser auprès donc de l'opinion publique le secteur. Les banques, par exemple, font des efforts en France pour revaloriser le secteur, les pétroliers également, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a une interaction entre le type de secteur à laquelle l'entreprise appartient. Et puis, il y a un deuxième filtre en matière de communication corporate, mais là, on le voit un peu moins, c'est l'influence de ce qu'on appelle le Made in, c'est-à-dire le fait, en fin de compte, que ce soit Made in Germany ou Made in France ou Made in Japan, eh bien, ça a une influence également sur la perception. On a pareil des idées reçues ou des prérequis en disant le Made in Germany c'est solide, c'est sérieux, c'est industriel. Le Made in Japan c'est hyper technologique, etc. Le Made in France c'est plutôt la mode, etc. Voilà. Donc il y a aussi une influence du pays par rapport à ces éléments et à la perception de l'entreprise à laquelle ce pays est rattaché. Oui. OK. Et donc, pour avoir un peu plus de pertinence, on a sorti par secteur, en fait, ces palmarès pour permettre aux entreprises un peu de se situer chacun dans leur secteur respectif. Donc là, ici, on a au niveau de médical et pharmaceutique, on a Homéopharma. On peut se poser la question pourquoi il n'y a que Homéopharma. En fait, il y a d'autres entreprises. Mais juste pour rappel, les entreprises qu'on a mis à l'intérieur de ce palmarès, ce sont les entreprises qui ont au moins 33% de notoriété confirmée. Donc, il est fort probable que l'entreprise n'ait pas atteint les 30%. Et donc, même s'ils sont notés, ils peuvent avoir de très bonnes notes pour les personnes qui les connaissent, ils ne se sont pas insérés dans ce regroupement. Donc, on a Homéopharma pour médical pharmaceutique. En habillement, on a Aigle d'Or avec une moyenne de secteur de 8,12. En agroalimentaire, on retrouve un peu ce qui était dans les top 30 de tout à l'heure, Socobi, Socolé Star, Chocolaterie Robert, Gaston Pizza, TAF, JB également, Tico, Sirama, alors, qui sont mis en gris, tout simplement parce qu'ils sont juste en dessous de la moyenne du secteur, mais si la moyenne du secteur est à 8,3, ça reste une performance très bonne performance. Donc, ainsi de suite, la construction, aussi, au niveau des écoles et institutions, au niveau de l'hôtellerie, Hôtel Colbert, Carton, etc. Mur,
si tu peux passer au slide suivant pour qu'on puisse regarder également les autres secteurs. Donc, de l'industrie, on se rappelle que Orlac, Savonnerie Tropicale étaient un peu plus bas dans les top 30, mais ici, ils sont donc dans leur secteur respectif, ils sont en première position. De même pour la distribution, on a Shoprite, Advance Center, Makro, Supermarché. On retrouve surtout les entreprises qui sont proches de la grande consommation et puis les entreprises, la distribution un peu plus select qui se retrouvent un peu en dessous. Les bailleurs, donc on revoit les sociales, le secteur public, la CNAPS, c'est très normal, régulièrement en contact avec les travailleurs, les stations-service, ensuite, au niveau de la télécommunication, il y a Telma et Orange, le transport Air Madagascar, et on a d'autres entreprises comme Colis Express, Madarel, donc les autres transporteurs n'y figurent pas encore, moins connus. Les médias et télé payantes, donc on retrouve l'ensemble des télés surtout, avant de passer aux journaux. La banque et microfinance, donc on a BNI, BOA, etc. Il y a d'autres banques qui ne sont pas là, mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une forte importance dans notre tri par rapport au fait que y a certaines banques ont des notoriétés un peu inférieures à 30%. Meubles électroménagers, ensuite les loisirs, et je crois que c'est le dernier, Mior. Ah oui, et en fait, multisecteur. Donc, quand on entend multisecteur, c'est donc les entreprises les entités qui regroupent des secteurs très différents, donc groupe Filatex. Et enfin, énergie pour Vitogaz et Jirama. Voilà, ça nous a permis d'avoir un peu plus de pertinence. Chaque entreprise se retrouve un peu où est-ce qu'ils se situent dans leur secteur respectif. J'arrive enfin à donc le livre, les résultats qui est disponible donc en précommande. Bien entendu, les résultats qu'on a présentés dans cette présentation, dans ce webinaire, n'est qu'une partie. Il ne contient pas tous les détails. Notamment, il y a plein de détails qui parlent du classement des entreprises, de l'ensemble des entreprises cette fois-ci, pas uniquement les top 30. On a également les détails. Peut-être qu'on s'arrête un petit peu, si on peut revenir à la diapo précédente. Donc, on a effectivement par secteur, on voit qu'on est, alors je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, mais on voit qu'on a donc l'entreprise, le niveau de notoriété, c'est-à-dire avec des codes donc, et des lettres donc très connus ou pas connus, voilà, le niveau de notoriété. Ensuite, on a la note de préférence, c'est-à-dire l'indicateur global, la note globale, celle que vous avez vue dans les classements précédents. Et ensuite, c'est ça qui est très intéressant, c'est le split en fonction des 4 piliers, d'accord ? Oui. Alors, la note de préférence 2018 aussi, pour faire la comparaison. Et ensuite, la note donc, par 4 piliers. Et ça vous permet de voir si finalement, par rapport à la note de performance globale, eh bien, un pilier est sous-évalué ou surévalué. C'est-à-dire ça vous permet aussi, après derrière, de fixer vos axes stratégiques. Par exemple, si jamais je regarde Socobis, eh bien, ils ont apparemment plutôt un petit déficit dans la notion de confiance. Bon, c'est peut-être une question à se poser pour pouvoir peut-être travailler autour de ça. Par contre, c'est vrai, ils sont en performance pas trop mal, je veux dire, et en réputation. Voilà, donc c'est des éléments qui nous permettent de travailler après les stratégies de communication. Et dans le slide suivant, si on peut le passer aussi. C'est ça. Exactement. Encore donc, le plus détaillé. Voilà. C'est encore plus détaillé parce que là, c'est du coup, c'est à partir des piliers, chaque pilier encore déclassé en sous-classes en fait.
Par exemple, si on regarde la performance, on parle là-dedans de innovante, on parle de qui propose des produits ou des services de bonne qualité, de l'identité qui plaît, le nom, le logo, ce sont les valeurs qui véhiculées qui sont proches des malgaches. Donc, on arrive à avoir cette fois-ci des curseurs beaucoup plus fins et sur lesquels on devrait travailler pour améliorer cette image corporate. Reprends-moi si c'est mal expliqué, François. Non, Hein. non, c'est tout à fait ça. C'est que la problématique de l'image, c'est qu'elle est relativement globale. Et à un moment donné, elle est constituée, finalement, elle est structurée par un certain nombre des 4 piliers et leurs sous-critères. Et ce qui est important pour commencer une stratégie de communication, pour commencer à développer des actes de communication, c'est d'abord de repérer sur quel pilier et quels sous-critères eh bien, il faut augmenter la perception. Et donc, c'est une question de choix de priorité. Et c'est ce que nous permet cette étude. Ça nous permet finalement de choisir les priorités et de construire dans le temps une stratégie pérenne et une stratégie donc pas à pas, step by step, pour pouvoir atteindre les objectifs généraux. Oui, ok. Et donc, ce document est donc beaucoup plus détaillé. Il est maintenant en précommande, hein, disponible. Et donc, je pense que Mur pourra mieux expliquer le fonctionnement de ce précommande. Et voilà, j'arrive à la fin de ma partie et je laisse la parole à l'équipe suivante. Ok, merci Anne-Jeanne. Donc pour ce qui s'agit de la précommande, ce sera peut-être en fin de... Vous pouvez m'envoyer un email et puis je vous redirigerai vers DW si vous souhaitez commander le livre. On entame l'avant-dernière partie, on va essayer d'aller vite, on a dépassé notre timing. Donc on a tenu compte des retours de l'année dernière où les participants avaient émis la demande d'avoir des cas locaux. Donc on a le plaisir d'avoir deux cas d'illustration locale. On va commencer avec Romy qui va nous parler du fonds de dotation HY et de l'apport de ce fonds de dotation dans la communication corporate du groupe Filatex. Je te laisse la parole, Romy. Oui. Bonjour à tous. Merci à Factoris de nous donner cet espace de parole. Peut-être simplement pour préciser dans un premier temps ce que c'est que le fonds de dotation et sans aller dans les détails. Aujourd'hui, la démarche du groupe Filatex, c'est de contribuer, depuis 40 ans d'ailleurs, au développement de Madagascar sous différentes formes et notamment sous les piliers d'activité économique du groupe Filatex. Les piliers que vous connaissez, donc qui ont été présentés tout à l'heure et qui sont essentiellement aujourd'hui les infrastructures, l'énergie, avec le déploiement aussi du nouveau volet énergie renouvelable et les projets d'hybridation, et puis enfin ce qu'on appelle les services qui rassemblent l'hôtellerie essentiellement. Donc, à partir de là, les dirigeants et les membres fondateurs du groupe Filatex, et particulièrement Hasnain Navahusen, s'est dit il y a d'autres façons de contribuer au développement à Madagascar, et notamment en alliant cette volonté de développement avec sa passion qui est l'art en fait et la culture. Et c'est comme ça qu'est né le fonds de dotation HY, avec la volonté de s'appuyer sur l'art et la culture, et particulièrement la revalorisation de l'art et la culture à Madagascar pour en faire un levier de développement. Et la raison, elle est très simple, et c'est une raison en tout cas, une conviction que moi je partage, et c'est de cette façon que j'ai accepté de prendre la direction générale du projet du fonds de dotation HY, parce qu'on part du principe qu'il est difficile de parler à Madagascar d'un développement durable de surcroît si la population ne s'identifie pas à ses ADN, à ses racines à la fois artistiques et culturelles. Donc, la démarche globale du fonds de dotation HY, c'est de se dire comment est-ce qu'on s'appuie sur cette revalorisation artistique et culturelle pour en faire des leviers de développement. Donc, le point de convergence avec la démarche du groupe Filatex, vous l'aurez compris, c'est cette volonté de contribuer au développement. Donc, d'un point de vue image, tout ça est assez cohérent.
Et comment est-ce que on procède aujourd'hui? Alors, on a différents projets au sein du fonds de dotation HY et tous convergent vers ce point de revalorisation de l'art et de la culture malgache, que ce soit à Madagascar d'abord, avec l'initiative de Account que vous connaissez, qui est illustré en fait sur ce slide. Donc, Account aujourd'hui, c'est un espace d'expression et de création contemporaine qui rassemble des artistes qui sont sélectionnés et qui suivent systématiquement des étapes en fait qui ont été vues avec le directeur artistique de Account, qui n'est autre que Joël Angiani-Mersou, et que vous connaissez aussi puisque c'est lui qui a représenté le pavillon Madagascar à la Biennale de Venise de l'année dernière. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il y a différentes façons de contribuer à cette revalorisation de l'art et de la culture, mais le plus important, c'est d'aider et d'accompagner les artistes à travers des programmes de résidence, à travers des échanges avec des artistes experts internationaux. Donc là, sur l'exposition qui est en cours, qui est malheureusement fermée pour raison du confinement, mais sur la production de cette exposition, nous avons fait venir des artistes turcs et belges à Madagascar qui ont fait 15 jours de résidence avec ces artistes malgaches que vous voyez ici sur le slide, et ils ont coproduit l'exposition que vous pouvez visiter. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire par là, c'est que sur tous les projets qui sont dirigés par Account, on impose une résidence pour permettre un minimum de partage de compétences et de renforcement de compétences pour les artistes malgaches. Et ensuite, une coproduction qui permet aussi de challenger un petit peu les aspirations artistiques et culturelles des artistes. Et ensuite, derrière, il y a aussi la possibilité de s'ouvrir, puisqu'il y a par exemple un projet que l'on a avec l'ambassade des États-Unis de constituer le premier IVIP qui rassemblera une dizaine d'artistes malgaches et qui vont partir à Washington pour 8 semaines, de renforcement de compétences avec des artistes américains et tout le volet renforcement de compétences dont on parle. Donc, ce qui est important là-dessus, pour revenir à l'intérêt de la marque institutionnelle, François a tout à l'heure présenté l'importance d'être une marque citoyenne, et nous, on s'oriente vraiment vers ce sens-là, dans le sens où, en tant que marque citoyenne aujourd'hui, il est nécessaire de démontrer qu'au-delà des intérêts économiques, c'est une marque qui contribue aussi à l'attachement à la citoyenneté malgache. Donc, il y a une vraie proximité que l'on souhaite développer avec les malgaches à travers le pool des artistes. Mais comme vous le savez, les malgaches sont tous plus ou moins artistes dans l'âme, et quelle que soit la forme d'art, on est tous un petit peu attachés au chant, au dessin, enfin peu importe. Même la cuisine est considérée comme un art à Madagascar. Et donc, du coup, par conséquent, on essaie de cette manière-là de rallier l'image de l'entreprise corporate Philatex avec l'engagement citoyen du fonds de dotation HY. Donc, la démarche, elle est très simple, elle est très claire, et au final, elle est assez cohérente, parce qu'à travers les différents projets que l'on va mettre en place à Madagascar et à l'étranger sur 2020 et 2021, progressivement, on essaiera de démontrer que à travers ce rattachement à la proximité du consommateur malgache et du citoyen malgache, nous arrivons à créer des ponts entre les activités économiques du groupe Corporate Philatex et l'engagement citoyen du fonds de dotation HY. Voilà. Merci beaucoup, Romy, pour cette présentation très claire. Je vais maintenant laisser la parole à Céline. Romy, s'il y a des questions après, ce sera en fin de partie, je ne te ferai pas. Donc, Céline, qui est la chef de département de la communication corporate chez La Star, et qui va nous parler du projet Coupa Village. La parole, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du projet Coupa Village, qui est un projet qui a été initié par La Star en octobre de l'année dernière. Donc, nous sommes encore en cours sur la première année de ce projet. Donc, pour parler brièvement, le projet Coupa Village, il s'agit en fait d'une initiative de La Star
consciente en fait que son activité, donc, de produire des boissons, notamment en PET, aujourd'hui génère des déchets plastiques qui contribuent fortement à la dégradation de notre environnement. Et donc, à travers ce projet, la SAR se prend de ses responsabilités sur cet environnement, sur l'environnement dans lequel il évolue. Je vais couper. Alors, je vais vous dire. Je reprends. Il faudrait. Ah voilà, c'est bien, oui, Il y parce avait que là un maintenant. petit effet sur le son. Alors, je reprends encore. C'est bon, on m'entend ou pas? C'est bon, ok. Donc, ce que je disais, c'est que Coupa Kelesh est une initiative qui a été lancée par la STAR en octobre de l'année dernière, avec pour objectif de montrer, enfin, de répondre en fait à une prise de conscience que nous avons eue sur le fait que notre activité génère des déchets plastiques qui participent du coup à la dégradation de notre environnement. Donc, ce projet, c'est un projet tripartite. Donc, nous en sommes l'initiateur, mais nous ne travaillons pas seuls sur ce projet puisque nous avons des partenaires, que ce soit sur la mise en place des bacs à collecte. Donc, il s'agit des grandes et moyennes surfaces ou des stations-service qui ont accepté généreusement de nous laisser placer les bacs à collecte sur leurs emplacements, et puis également Adonis, qui est notre partenaire pour la collecte et la retransformation la revalorisation de ces déchets plastiques-là. Donc, ce qui se passe, c'est que la STAR fournit les bacs et tout ce qui est soutien en termes de communication sur le projet et de sensibilisation également. Et puis ensuite, les autres parties prenantes prennent le relais pour réceptionner ces bacs-là et ensuite pour récupérer les déchets qui y sont compactés pour les revaloriser. Aujourd'hui, nous en sommes à 26 points de collecte, donc c'est encore un projet test que nous avons uniquement sur Tana pour cette première année. Et du coup, le projet est amené évidemment à se développer sur les prochaines années. Notre objectif part d'une philosophie assez simple, c'est de se dire qu'il n'y a pas de petits déchets, c'est le geste qui compte. Donc aujourd'hui, trop souvent encore, on retrouve tout type de déchets, notamment le plastique, mais pas seulement, éparpillé un petit peu partout. Une fois qu'on a consommé ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage, le geste le plus courant qu'on voit, c'est qu'on le met un petit peu partout, on le retrouve dans les canalisations, on le retrouve dans la rivière, là où il ne devrait pas être finalement. Et il y a aussi le constat du fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de poubelles avec différents... Enfin, il n'y a pas de tri, quoi. Tout se retrouve ensemble, mélangé, et on n'en a pas assez finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer nos propres bacs à collecte. Aujourd'hui, il n'y a pas que les bouteilles PET de la STAR qui sont collectées dedans. Il y a d'autres types de bouteilles PET aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser tout un chacun pour que le geste, en fait, de ramener la bouteille vide dans le bac à collecte devienne un réflexe. Et pour que, du coup, le nombre de déchets, le tonnage de déchets qu'on récupère via ces bacs à collecte augmente de plus en plus. Donc, certes, 26 points de collecte, vous allez me dire, c'est peu, on en est parfaitement conscient, mais c'est un début parce qu'il y a aussi tout un système derrière qu'il a fallu mettre en place, qui n'est pas notre cœur de métier à la base. Et c'est sur ces 26 points de collecte qu'on prend des best practices aussi et qu'on voit comment on peut s'améliorer pour notre projet d'extension future. Et en plus, en fait, du principe simple de mettre des bacs à collecte et de collecter les PET compactés, en parallèle, Coupa Kelesh, c'est aussi un fonds qu'on a mis, du coup, 20 millions d'ariars qu'on a mis pour financer un projet social. Donc, à partir du moment où on a lancé Coupa Kelesh, on a lancé en parallèle un appel à projet qui s'adressait à toute organisation, toute personne souhaitant lancer un projet à caractère social pour Madagascar. Donc, parmi tous les participants, ensuite, pendant tout le processus, aujourd'hui, on en est à l'avant-dernière phase où on a retenu sur tous les dossiers qu'on a reçus 5 dossiers.
Ces 5 dossiers sont aujourd'hui en lice, en voting sur le digital, donc sur notre groupe de vote sur Facebook et également sur notre site web, pour pouvoir élire les 2 finalistes, donc ceux qui auront eu le plus de voix. Et ces 2 finalistes-là, ensuite, seront élus physiquement. Donc, chaque personne qui souhaite voter pour un ou l'autre projet ira dans le bac à collecte pour voter sur le projet qu'il souhaite soutenir. L'objectif, c'est de faire connaître au grand public ce projet social, qui n'est pas forcément toujours en lien avec le recyclage des PET, hein, ça peut être tout autre projet, et aussi du coup de faire le pas d'aller vers le bac à collecte et du coup de se familiariser avec ce bac à collecte là. Donc, qu'est-ce que ça apporte finalement à notre image, à la star? Donc, comme François l'a déjà dit en première partie de présentation, aujourd'hui, effectivement, notre métier, c'est de la production. On est industriel, on produit, on vend. Donc, c'est notre cœur de métier. Mais par contre, on est parfaitement conscient que l'image qu'on renvoie, c'est aussi ce qui peut influer sur le comportement de notre consommateur et de notre environnement. Donc, on produit des produits qui peuvent contribuer à la pollution de notre environnement, on le sait, on en est conscient, de plus en plus par ailleurs. Et du coup, il était évident qu'il fallait qu'on réponde à cette problématique à notre niveau, comme nous sommes un des acteurs principaux. C'est pourquoi l'idée est venue de créer du coup un projet qui pourrait nous permettre de collecter nos déchets en PET. Donc aujourd'hui, malheureusement, Madagascar, on ne peut pas encore les retransformer pour avoir des paillettes de plastique qui peuvent être réutilisées. Ce n'est pas encore le cas ici. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de les collecter, de les revaloriser. Donc c'est là où Adonis intervient, puisque c'est eux qui collectent et les retransforment ensuite en paillettes. Et ces paillettes de plastique sont ensuite envoyées pour être réutilisées dans d'autres pays. Ce qu'on souhaite apporter du coup pour améliorer notre système aujourd'hui, c'est aussi apporter une valeur encore plus sociale à notre projet. Donc on a déjà initié, je l'ai dit, sur l'appel à projet qu'on va financer, mais pour plus tard aussi de permettre aux Malgaches en fait d'avoir disons de bénéficier directement de l'acte de l'acte de récupération des déchets et de les retransformer, que ça puisse bénéficier directement à Madagascar. C'est ça l'idée. Je pense que c'est un petit peu ça, globalement, ce qu'on peut dire sur le cas de Kupa Kelej. Aujourd'hui, on peut pas on n'a pas de retour direct sur l'impact que le projet a pu avoir sur notre image ou sur la perception de notre entreprise, puisque le projet est à sa première année d'exécution. Mais nous sommes certains que ça ne peut être que positif et que ça ne peut être que le point de départ d'un projet beaucoup plus grand. C'est d'ailleurs sur cela qu'on travaille aujourd'hui. Voilà. Ok, merci Céline. Bon, on a beaucoup dépassé le temps. On a juste la dernière partie qu'on tenait à présenter pour tenir compte en fait de la situation, du contexte actuel. Donc ça va être juste des pistes de réflexion sur comment va évoluer la communication dans le contexte de crise sanitaire. Je vais essayer de vous le présenter en 5 minutes pour qu'on ait le temps de faire quand même les questions-réponses. Donc, on se base sur une étude Kantar qui a été menée dans le monde sur 25 000 personnes et qui a démontré les attentes des consommateurs par rapport aux marques pendant cette crise sanitaire. Donc, la majorité des consommateurs, ils s'attendent à ce que les marques apportent une contribution positive à la société. Donc, 77% des personnes interrogées, ils souhaitent que la marque montre son utilité dans la nouvelle vie quotidienne, donc avec les contraintes de respect des distances, etc. 75% des personnes interrogées souhaitent être informées sur les efforts faits pour faire face à la situation. Et pour 70% des interrogés, il est important que les marques sachent adopter un ton rassurant. Donc concrètement, comment vous pourriez voir comment évoluer votre communication? Il faudra repenser vos valeurs. Donc sur 3 grands points,
Le premier, c'est la sécurité. Donc, c'est l'un des piliers présentés par François en première partie de présentation. Aujourd'hui, vos consommateurs et vos parties prenantes, elles s'attendent à ce que vous meniez des actions concrètes pour qu'elles puissent avoir confiance en vous. Le deuxième point, ensuite, c'est le côté service. Donc, aujourd'hui, il faut que vous proposiez des offres produits et services qui puissent faciliter la vie des consommateurs, donc tenir compte de toutes les nouvelles habitudes de vie, tenir compte des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux, par exemple. Là, on vous montre l'exemple de L'Oréal qui propose des services d'experts pour aider les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles à faire des colorations à domicile. Et le dernier point à travailler, c'est l'innovation. Donc, c'est l'opportunité aussi pour votre marque de répondre aux attentes de vos consommateurs et de vos parties prenantes aujourd'hui et demain. Donc, présenter des offres plus responsables, plus servicielles, plus participatives et aussi plus digitales. Le deuxième grand point qui est ressorti aussi, c'est qu'il faut gagner en proximité. Donc aujourd'hui, vos marchés, vos consommateurs, ils sont très sensibles au côté local. Donc ça rejoint aussi ce qui a été dit en début de présentation sur la proximité. Aujourd'hui, pour vous démarquer, pour que vos consommateurs vous choisissent, il faut que vous puissiez justifier que de tenir compte de votre lieu d'implantation, de votre lieu de distribution et d'avoir des circuits d'approvisionnement qui sont courts, qui privilégient le local. Et il y a aussi le deuxième aspect qui est la solidarité ou le côté solidaire, qui est aussi un des piliers présentés en première partie. Donc, il faut tenir compte de l'écosystème dans lequel votre organisation est. Vous développez votre organisation, vous tenez compte aussi de votre écosystème et vous contribuez au développement du pays, de la région où vous êtes. Le dernier point, donc concrètement, il faut savoir adapter sa communication. Donc dans l'ambiance morose qu'on vit tous actuellement, que ce soit moralement ou économiquement, il faudrait que votre marque institutionnelle elle puisse être une présence positive dans le quotidien de vos consommateurs. Donc pour ça, il faut absolument que la tonalité de votre communication soit optimiste et que le message soit utile, donc utile qui ne soit pas creux ou vide de sens, et que vous mettiez en avant la transparence de vos actions. Si on parle enfin des canaux de diffusion, donc si la télé reste quand même le média de référence, je pense que vous avez tous pu constater l'explosion de l'utilisation du digital et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est incontournable d'être sur ce canal de diffusion-là pour s'assurer que vos messages soient bien transmis. Voilà donc ce qu'on a pu vous apporter aujourd'hui. Maintenant, on va voir les questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Comme je l'avais expliqué, en bas de votre écran, vous avez la petite icône Q&R et je vais les lire maintenant pour 15 minutes. Alors, on a une question pour Anne-Jeanne, pour ATW. Quels étaient les critères pour classer les entreprises? Parce que je vois que, paradoxalement, certaines entreprises se trouvent au top du classement alors que leurs consommateurs se plaignent souvent de leurs offres et services. Anne-Jeanne, je te laisse répondre. Micro. Hop. Attends. On ne t'entend pas, Anne-Jeanne? Ah, c'est parce que je clique. Vas-y, je te laisse activer. Attends. Là, c'est bon? Voilà. C'est bon là? Allô? Tu m'entends? Allô?
Là, c'est activé chez moi, hein. C'est bon, on t'entend. OK, c'est bon? Allez. Donc, des critères qui ont été utilisés, en fait, c'est vraiment une question sur quelle est la note que vous donnerez en termes de préférence par rapport aux entreprises. Il y a peut-être des entreprises qui n'apparaissent pas immédiatement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas connus, hein. Mais je vais revenir juste sur la liste des entreprises. Je ne sais pas exactement à quelle entreprise est-ce que le participant se réfère, mais en général, la question c'est quelle note est-ce que vous donnerez pour l'entité présente. Dans un premier temps, il faut toujours noter qu'on parle de l'entreprise. Ce n'est pas obligatoirement aussi de son produit que l'on note, même si l'interrelation entre le produit et l'entreprise est très forte. Je ne sais pas si je réponds à la question parce que je n'arrive pas à bien identifier de quelle entreprise est-ce que le participant parlait. Mur, tu m'entends? Bon. C'est en général, la personne n'a pas précisé, donc on va dire, on va Ok. la laisser reposer la question si jamais. Ok, Question- mais c'est bien une note qui sera attribuée entre 1 et 10, donc pour noter sa préférence par rapport à l'entreprise. Donc, ce qui nous donne cette note de 8,56 pour Socobis, par exemple, sur 10. Ok, merci. Ok. Question suivante, c'est toujours pour vous. Alors, pouvez-vous rappeler comment ces entreprises ont été choisies? Ok. Alors, dans un premier temps, il y a 2 étapes en fait. Il y a une première étape dans laquelle on demande de manière générale, par une question ouverte, quelles sont les entreprises qui sont connues. Déjà, ça, c'est pour essayer de trier sur les entreprises qui sont connues pour que l'on puisse attribuer des notes. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, lorsque on met en place le palmarès, ils ont été cités peut-être une fois de manière dans une question ouverte, mais lorsqu'on met en place le palmarès, on demande à l'ensemble des 800 enquêtés s'ils connaissent déjà l'entreprise de manière suffisante. Donc, c'est pour ça qu'on dit pas une notoriété spontanée, mais une notoriété vraiment assez complète. Et s'il est un répondant qui dit qu'il connaît l'entreprise, c'est à ce moment-là seulement qu'on lui demande d'attribuer une note de préférence. Donc, cela enlèvera toutes les personnes qui donnent des notes de manière au hasard parce qu'ils connaissent juste l'entreprise, parce qu'ils ne connaissent même pas l'entreprise, mais qu'ils ont entendu parler du nom et puis voilà. Ok. Une nouvelle question encore pour ATW. À quand le baromètre à l'échelle nationale, s'il vous plaît? Ah. Bon, alors le baromètre à l'échelle nationale pourra peut-être se faire, mais on y réfléchit encore. Tout simplement parce qu'actuellement, les enquêtes qui sont faites sont des enquêtes en face à face. On réfléchit sérieusement maintenant à pouvoir le mettre par téléphonique, ce qui permettrait de toucher l'ensemble de la population au niveau de Madagascar. Mais bon, on en parlera avec notre partenaire parce que c'est d'abord un outil sur lequel on investit à deux
Et puis, on verra si on pourra avancer. Mais je pense que ça peut être… c'est dans le domaine du réalisable. On espère bientôt. D'accord. Alors, on a 2 questions sur le premier, l'entreprise préférée qui est Socobis. Je vais essayer de les combiner. Donc, on nous demande en fait si ça serait intéressant d'approfondir le cas de Socobis qui ne font pas de communication, pas d'innovation. Comment on pourrait justifier cette première place dans le classement? C'est vrai que… Vous m'entendez? C'est bon? On m'entend? Oui. Alors, je vais répondre, enfin, je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse parce que c'est vrai que Socobis, en plus, qui reste quasiment stable sur ces 4 baromètres, peut nous interroger parce que c'est vrai qu'ils font peu ou peu de communication, ils font assez peu d'innovation produit, effectivement. Leur packaging reste toujours un peu les mêmes. Et bien justement, on pense que c'est ça. On pense que c'est ce côté valeur sûre qui finalement est une valeur rassurante pour les consommateurs. Sûrement des produits qui ne bougent pas, qui sont stables dans le temps. Et quand on regarde la catégorie petit beurre, puisque c'est quand même principalement, enfin, c'est le produit leader, eh bien, on a des comparaisons avec Lu, hein, puisque c'est l'inventeur du petit beurre, donc c'est Lu, Lefèvre Utile, qui est une entreprise française à la base, plus maintenant, mais qui était une entreprise française qui a inventé donc le petit beurre. Eh bien, on voit dans toutes les études qu'on peut lire sur Lu, etc., eh bien, c'est pareil. Le petit beurre est vraiment cette valeur sûre, cette valeur d'ancrage. C'est une marque transgénérationnelle, c'est-à-dire qui se transmet, je dirais, de mère en fille, hein, et dans toutes les familles. Et puis, il y a eu quelque chose, alors il y a bien longtemps, mais vous devez sûrement tous vous en souvenir. Ils ont fait, à l'époque quand ils communiquaient, une opération qui a fait un tabac national. C'est le plus beau bébé, l'élection du plus beau bébé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette opération, mais c'est une opération qui a eu un retentissement extraordinaire, parce que c'est vrai que l'enfant dans les sociétés malgaches, comme partout, c'est un point très important. Et ce concours, cette communication a énormément frappé et marqué les esprits. Et quand on fait ce qu'on appelle des exploring, c'est-à-dire quand on interroge les consommateurs sur des marques alimentaires, etc., ben, ça revient souvent. On nous reparle de ça. On nous reparle souvent de ça en disant, bah oui, il y avait ça, ils ont fait ça, etc., etc. Donc voilà, donc ce sont quelques éléments de réponse, mais je crois effectivement à une certaine stabilité et une certaine, ce qu'on appelle les marques patrimoine. C'est une marque patrimoniale. C'est ça. C'est ça. Alors peut-être que, Ange, tu as d'autres éléments de réponse. Oui, effectivement. Voilà, c'est surtout cet aspect patrimonial qui est, je pense, un des piliers qui est dedans. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a aussi l'aspect, c'est l'entreprise malgache qui est restée là, qui est fort, qui accompagnait aussi bien l'enfance des parents, mais de la génération actuelle également. Et donc, là, quand on parle d'entreprise, ce n'est pas lié directement avec le produit actuel, mais c'est surtout lié avec l'image qui est déjà bien institutionnalisée, bien établie depuis longtemps par rapport au nom de la société, en fait. Je pense que ça, il y a un gros apport par rapport à ça qui met Socobis au premier plan comme ça. Question Oui. suivante. Sur l'étude, la personne demande si l'étude est sectorisée ou globale.
Je peux y répondre. On voit en fait un classement global de toutes les entreprises qui sont connues. Et ensuite, vous avez les informations par secteur, les détails de classification par secteur, avec les entreprises moins connues qui sont classées à part. Je pense, Mur, oui. Je pense qu'il faut effectivement préciser cet aspect-là. On n'a pas toutes les entreprises dans cette présentation, mais dans le document, même les entreprises qui ont une notoriété plus faible, ils sont dans le document. Hein. Voilà. C'est bien ça? Oui. Ça. On a encore beaucoup de questions. On va peut-être... il est déjà midi et demi. Je vais en prendre les 2 dernières qui sont arrivées. Alors, comment la segmentation a été faite, s'il vous plaît? Âge, niveau social, lieu. Et puis, la question au niveau national a déjà été répondue. Donc, plutôt la segmentation de la population, peut-être. De la population enquêtée. Bien, bon, alors, la segmentation, c'est un échantillon donc, qui est représentatif de la population dont on en arrive. Nous avons utilisé la méthode des quotas hein, qui respecte l'âge, la classe d'âge, la catégorie socio-professionnelle de la population, et puis le genre, le sexe, je crois, qui nous a permis de croiser et d'avoir un échantillon représentatif, hein, mais celui d'Antananarive uniquement. Ok, donc la dernière question, je suis désolée pour les autres, on va essayer de vous répondre personnellement. Est-ce que le consommateur local est actuellement conscient des enjeux de consommation responsable, ce qui pourrait influer plus les entreprises à investir dans le pilier réputation pour une meilleure image? Alors, je vais répondre. Alors, je dirais c'est un peu de la poule ou de l'œuf, quoi. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, on doit, je parlais de communication sectorielle aussi, il faut créer l'éveil du consommateur sur ces sujets. Je pense que les entreprises ont cette mission hein, de pouvoir sensibiliser sur ces thématiques-là de consommation responsable. Je trouve qu'il y a de très beaux exemples à travers l'exemple de la Star, l'exemple aussi de Philatex et de la Fondation est très intéressant aussi parce que de rééveiller la population malgache à l'art et de valoriser les talents malgaches et d'ouvrir l'art malgache sur son environnement international. C'est voilà, c'est tout ce travail d'éveil. Je crois que effectivement, dans nos sociétés en mode de développement, je pense que la notion de sens prend de plus en plus d'importance sur sur le côté matériel en fin de compte. Alors c'est vrai que on doit avoir des produits, des marques qui ont ce qu'on appelle des valeurs d'usage, qui répondent bien à ce qu'on attend, c'est-à-dire que qui marchent, qui fonctionnent, qui nous désaltèrent quand on a soif, qui roulent quand on veut prendre une voiture. Enfin bref, c'est-à-dire qui ont des fonctions de ce qu'on appelle la partie, le contrat de la marque, le contrat avec le consommateur, qui est le contrat fonctionnel, voilà. Mais de plus en plus, on sent bien que tout ça, le consommateur, quel qu'il soit, hein, dans toutes les régions du monde, hein, quelle que soit l'avancée du pays sur le plan économique, on demande de plus en plus de sens à sa consommation, on demande de plus en plus de valeurs, on demande de plus en plus de respect de ces valeurs, etc. Et ça, alors, c'est sûrement lié aussi à l'ouverture des médias, parce que les médias en parlent beaucoup de toutes ces problématiques-là. Mais en tout cas, voilà, c'est cette notion de sens, eh bien, prend de plus en plus d'importance. Et tant mieux, je crois, parce qu'il faut bien donner un sens à notre consommation. Et on sait qu'il y a plein d'enjeux au niveau planétaire. Voilà. Merci François. Bon, il est midi et demi, donc je pense qu'on va conclure sur ce point, sur cette réponse.
Merci à tous nos participants d'être restés jusqu'à la fin. Ce webinaire, donc, il sera disponible en replay sur nos pages Facto sur Facebook, LinkedIn et sur notre site web. Et puis, vous recevrez dans l'après-midi une petite enquête de satisfaction que je vous demanderai de remplir pour qu'on puisse améliorer les prochaines sessions la prochaine fois. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, François, Diane. Diane, tu veux dire un mot? Pardon? Je dis si tu as un mot à dire en conclusion. Non, pas spécialement. Et surtout, remerciements à toutes les participants qui sont venus. Et puis, surtout que donc il y a ce document qui complète ce webinaire, hein, dans lequel les informations sont beaucoup plus détaillées. Et c'est vraiment un outil qui peut être utilisé hein, pour baser les réflexions sur la communication corporate et voir sur quel point est-ce que on peut encore améliorer son image corporate en fait. Très bien. Ben moi, je voulais remercier aussi toute l'équipe de Facto et d'ATW qui ont préparé donc cette opération, et puis nos deux panélistes qui nous ont amené vraiment des éclairages très, très concrets et vraiment d'action. Et je crois que c'est intéressant parce que on voit bien qu'à travers ces deux projets et beaucoup d'autres sûrement qui vont venir, on commence à entamer donc cette voie vers la communication corporate et cette conscience de l'entreprise à donc développer cette réputation et cette communication corporate. Nous sommes bien sûr à votre disposition, donc les équipes sont à votre disposition pour vous revoir, pour échanger. On peut organiser aussi à distance via ce système-là de visioconférence des réunions spécifiques sur votre problématique, sur vos problématiques. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, à contacter Muir. Et puis, en tout cas, moi de mon côté, j'attends avec impatience la réouverture des lignes aériennes pour venir vous revoir à Madagascar. Vous me manquez, c'est vrai que je venais souvent et je suis un peu frustré. Donc j'espère que ça pourra être rétabli très régulièrement. Mais grâce à la technologie, on a au moins cette possibilité d'échanger. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Peut-être un petit mot, Mio, si tu veux. Ben voilà, voilà. Merci encore à tous et puis à la prochaine pour un autre matin de la com au webinaire. Merci, au revoir. Bye. Merci. Au revoir.